Bonjour à tous, Bonjour à tous et à toutes. bienvenue pour ce webinaire consacré aux résultats semestriels de Thermador Group. Vous avez sans doute reçu notre lettre aux actionnaires numéro 120. Donc Patricia et moi, ce soir, allons passer cette petite heure avec vous pour vous la commenter et répondre à vos questions. Nous démarrons tout d'abord par notre personnel. Nous sommes maintenant 857 personnes dans le groupe Thermador, sachant que 46 personnes nous ont rejoints le 30 juin 2025, puisque la société C2AI nous a également rejoints. Donc ces salariés de la société C2AI rejoignent les effectifs de groupe. Nous leur souhaitons la bienvenue, bien évidemment, dans l'aventure du groupe Thermador. À périmètre constant, nos effectifs restent relativement stables avec une légère progression par rapport à l'année dernière de l'ordre de 2% sur le nombre de personnes dans le groupe Thermador. Quelques faits marquants sur cette première partie d'année. Tout d'abord, parlons de cette rénovation énergétique qui nous a valu, après le Covid, des chiffres extraordinaires, puis une forte déception, une forte décroissance de chiffres après. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' reste quand même un levier de financement de la rénovation énergétique en France, hein, puisque le montant global dépensé sur cette première partie d'année, selon l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, est de 1,9 milliard. On va dire que sur le nombre de logements rénovés, à peu près 256 000, deux tiers sont rénovés grâce à des actions monogestes qui consistent par exemple à changer une chaudière pour une pompe à chaleur ou à installer un chauffe-eau solaire, et le tiers restant sur des rénovations globales, plus efficientes mais beaucoup plus onéreuses. Nous voyons également que les certificats d'économie d'énergie continuent à fonctionner. Alors c'est une façon de financer la rénovation énergétique différente puisque c'est des acteurs privés qui la financent. Et nous voyons que sur certaines de nos gammes, ces financements peuvent fonctionner et notamment de notre filiale Accélère. Le logement neuf. Donc là, les courbes s'améliorent hein, puisqu'on voit mois après mois le nombre de permis de construire augmenter. Et nous espérons, et j'en parlerai tout à l'heure, voir les mises en chantier également augmenter dans les mois qui viennent. Donc la situation s'améliore. Je dirais que la situation s'améliore également dans le nombre de transactions immobilières, ce qui est bénéfique pour la rénovation ou l'entretien des bâtiments. Le marché du bricolage a connu deux phases, une première partie d'année assez terne, puis un deuxième trimestre plus positif d'une manière globale. Cela étant, le rayon du jardin, dans lequel nous sommes particulièrement impliqués au travers de notre filiale Audrea et de ses gammes de pompes d'arrosage, ce rayon du jardin a beaucoup souffert des pluies que nous avons connues durant le printemps, comme l'année dernière. Donc c'est resté pour Audrea, nous le verrons dans les chiffres, difficiles sur cette première partie d'année. Toujours dans les faits marquants, l'arrivée, j'en ai parlé, de C2AI, donc une signature qui s'est faite le 30 juin, avec une consolidation au bilan dès le 30 juin. Et toujours ce projet que nous poursuivons avec l'objectif de signer un accord définitif avec la société Quilinox, cette société espagnole qui vend des produits industriels, 14 millions de chiffres d'affaires à peu près. Cette société avec l'objectif de clôturer ou en tout cas de finaliser cet accord avant la fin du mois d'octobre. Un regard sur les volumes et sur l'inflation. Donc vous voyez sur 5 ans, les diagrammes orange représentent l'effet prix, avec un effet prix positif en 2021, 2022, 2023, négatif ces deux dernières années. Mais ce que nous notons, c'est une nette amélioration à la fin du premier semestre par rapport au premier trimestre. Et on le verra, ça nous laisse espérer un meilleur résultat sur la deuxième partie de l'année, sur cet impact prix. Un regard graphique sur ces augmentations de permis de construire. Donc vous voyez que sur le mois de juin 2025, les chiffres sont sortis hier. Il y a une confirmation de la remontée du nombre de permis de construire en France, avec une tendance pour l'instant plus molle sur les mises en chantier, mais qui devrait suivre dans quelques mois la remontée des permis de construire. Un regard sur Coedis, cette organisation qui regroupe tous les grossistes sanitaires chauffage en France, qui sont
tous nos clients. Et nous voyons qu'après de nombreux mois négatifs, nous nous approchons au mois de juin d'un mois stable en chiffre d'affaires, ce qui est là aussi un bon signal. De la même façon, un regard sur Inoa. Inoa est une organisation qui regroupe tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage en France. Et là, nous voyons que sur la deuxième partie du semestre, les 3 derniers trimestres, les 3 derniers mois, une tendance meilleure que sur les années précédentes. Même si le mois de juin est légèrement négatif, on reste quand même sur une amélioration de tendance. Les indices PMI qui montrent l'activité manufacturière ou la tendance de l'activité manufacturière en France et en Europe s'améliorent. Toutefois, on constate qu'ils n'ont toujours pas passé la barre des 50, barre qui donne le signal d'une progression par rapport à l'année précédente, mais une amélioration en France et en Europe. Tout ça pour donner un tableau qui est le résumé de ce que vous avez dans la lettre aux actionnaires. Dans la lettre aux actionnaires, vous avez ce tableau de chiffre d'affaires par filiale, par société. Là, nous voyons que sur le canal grande distribution, une baisse de moins 10,5%, et sur le canal grand public, sur le canal professionnel, une baisse à périmètre constant de 4,6, qui fait une baisse totale de 5,6 à périmètre constant. Alors, on parle à périmètre constant parce que nous avons intégré au milieu de l'année dernière 2 sociétés, rappelez-vous, Alto Metering et Vena Contracta, qui ont été intégrées au mois de juillet et au mois d'août de l'année dernière. Voilà, je laisse la parole à Patricia qui va nous faire des commentaires sur la partie financière de cette situation semestrielle. Merci Guillaume. Donc nous allons passer en fait sur la présentation donc, du résultat d'exploitation, à la fois résultat d'exploitation et résultat net. Donc nous avons donc une baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant qui est à moins 5,6% et notre résultat opérationnel et le bénéfice net ont baissé plus fortement puisque nous sommes sur un moins 12,7 et un moins 12,6% à fin juin 2025. Cela s'explique par un certain nombre d'éléments. Donc je vais reprendre en fait la diapositive suivante qui vous donne le détail en fait de notre compte de résultat. Donc chiffre d'affaires en baisse, nous avons une marge qui a aussi baissé en fait en valeur absolue, mais quand on regarde en taux de marge, nous avons un taux de marge qui s'est amélioré entre juin 2024 et juin 2025. Cette amélioration, nous la retrouvons à la fois dans le canal professionnel et dans le canal en fait grand public. Cette amélioration du taux de marge, elle s'explique par plusieurs éléments. Le premier, c'est l'effet de change. Pour rappel, nous avons 30% de nos achats que nous payons en dollars. Donc sur le premier semestre 2025, on a un taux de change qui nous a été plus favorable. Nous avons également mis en place des frais fixes sur nos coûts de transport achats, donc d'approvisionnement donc des containers d'Asie. Et cela nous a permis en fait d'optimiser et donc nous ferons un bilan de ce nouveau mode de fonctionnement à fin décembre. Mais déjà, on voit de mars, avril, mai, on voit quand même une amélioration ou une baisse de ces coûts. L'autre élément, c'est nos filiales en fait, qui ont augmenté leur prix, leurs tarifs tarifs bruts auprès des clients. Et ces augmentations sont survenues plutôt sur le deuxième trimestre 2025, c'est aussi en lien avec le poids de chaque trimestre en chiffre d'affaires. Mais tous ces éléments ont permis effectivement cette amélioration de taux de marge. Si on continue sur le compte de résultat, nos charges, pour rappel, nous avons environ 75% de nos charges qui correspondent à des frais fixes et 25% qui sont des frais variables. Donc nous avons maintenu nos opérations sur l'optimisation de nos frais variables, à savoir sur les coûts de l'énergie. Mais comme ça fait depuis 3-4 ans que nous avions fait des baisses, les baisses sont un peu moins significatives. Ensuite, nous avons également eu des baisses sur les frais de publicité qui sont quelque part un peu variable parce qu'en fonction de notre activité commerciale et sur le transport sur vente où nous avons eu quelques économies sur les transports sur vente, mais c'est lié aussi au volume transporté.
Donc tout ça nous a permis de baisser d'une certaine façon ces frais variables, mais de l'autre côté, sur les frais qu'on peut qualifier de fixes, la masse salariale est restée à progresser puisque nous avons conservé nos équipes en place, avec, comme le disait Guillaume, une légère augmentation de nos effectifs, une révision des salaires entre 1% et 2%. Donc tout ça, ça conduit à une augmentation de la masse salariale, qui est le premier poste de charge pour le groupe Thermador et ses filiales. Tout ça nous donne un pourcentage de charge en fonction du chiffre d'affaires qui augmente, puisqu'on est à 25,3 versus un 23,7 en juin 2024. Cela se traduit donc par un bénéfice en fait, d'exploitation, pourcentage du chiffre d'affaires qui est à 11,6% versus 12,6% en 2024. Le résultat financier, comme vous le verrez un peu plus tard, je le commenterai, nous avons une structure financière qui reste très solide avec une trésorerie qui s'est renforcée. En dépit de ce renforcement, les taux d'intérêt ayant baissé, le placement de notre trésorerie nous a permis de compenser les charges financières que nous avons liées aux emprunts que nous avons contractés. Mais finalement, nous sommes sur un résultat financier qui a légèrement baissé à fin juin 2025, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt. On a un taux d'impôt qui reste stable entre 2024 et 2025, et tout ça nous donne un résultat net en pourcentage de chiffre d'affaires à 8,6 versus un 9,3 pour juin 2024. Nous avons l'habitude de communiquer, je vais passer sur la diapositive suivante, puisque nous communiquons donc, sur la rentabilité de nos filiales. Donc vous aurez en fait toutes ces diapositives en ligne, mais déjà ça vous permet de voir que nous avons 3 filiales qui sont en perte à fin juin 2025. Accélère qui reste en perte, mais avec une baisse de son niveau de perte. Donc on voit que les actions commerciales commencent à payer. Le fait que nous ayons eu un épisode de canicule nous a permis de vendre nos climatiseurs mobiles. Donc tout ça, ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Nous regarderons sur le deuxième semestre 2025 comment en fait, l'activité d'Accélère se poursuit et nous recommenterons en fait, ces chiffres à fin décembre. L'autre filiale qui en fait, affiche un niveau de perte, c'est DPI. Ce qui est important de souligner, c'est que DPI, nous avons un amortissement de l'écart d'acquisition de la relation client à 0,7 million, ce qui impacte son résultat d'exploitation tel qu'il vous est présenté dans ce tableau. S'il n'y avait pas eu cette écriture, DPI serait en fait en positif. Concernant Thermacome, c'est une de nos filiales qui est liée au logement neuf, donc avec un moins 18% en chiffre d'affaires. Il y a eu un travail très important sur la réduction des frais, mais cela n'a pas permis de compenser la baisse du chiffre d'affaires. Et donc, c'est une filiale qui présente en fait, un niveau de perte à moins 65 000. Là également, nous avons une dotation sur l'écart d'acquisition en lien avec la relation client de la même façon. Ensuite, vous aurez le détail, mais on voit que nos filiales importantes historiques qui sont Thermador, Jetly et Sferaco, où il y a un certain maintien d'un niveau de rentabilité, avec Thermador qui baisse, mais qui en fait a repris du chiffre d'affaires sur mai-juin, donc on reverra ces performances sur le deuxième semestre 2025. Et puis, on peut souligner Saefco et Sectoriel qui commencent à atteindre des niveaux de rentabilité à plus 17, plus 18% et des rentabilités qui sont intéressantes. Concernant donc, je vais passer sur la diapositive suivante qui vous donne en fait l'évolution de notre résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Donc ça vous affiche les 11,6% qui étaient détaillés dans le compte de résultats. Pourquoi c'est 11,6%? Parce que nous avons le poste le plus important qui est la masse salariale. Nous avons conservé nos équipes, effectivement, et ça pèse sur notre rentabilité. J'ai une question, Patricia, qui est arrivée en temps réel. Donc on va la prendre en temps réel pour ne pas revenir en arrière. Okay. Bonjour, je n'ai pas compris ce qu'a dit Patricia sur les frais fixes en ce qui concerne les conteneurs venant d'Asie pour expliquer la hausse de la marge brute. Effectivement, les frais qui sont liés au transport amont sont intégrés dans les prix des produits. Et donc, quand on a une bonne négociation sur ces frais-là, ça a un impact négatif, entre guillemets, sur le prix de revient du produit et donc un impact positif sur la marge.
Voilà Jean-Pierre pour l'explication. Je redonne la parole à Patricia. Donc effectivement, c'est le transport amont et ça fait partie de nos frais d'approche qui sont dans notre marge et qu'on ne détaille pas dans nos calculs et dans notre compte de résultat. Donc concernant, donc ça c'était le point sur les 11,6% de rentabilité. Je vais passer ensuite sur la structure financière. Donc nous restons en fait avec une structure financière qui est solide puisque les capitaux propres représentent 384 millions d'euros à fin juin 2025 en augmentation. Dans nos actifs, donc nous avons les stocks et la trésorerie nette qui restent des postes importants. Les stocks où nous avons une augmentation, enfin une légère, en valeur absolue, une légère baisse qui est de l'ordre de 1%. Cependant, si nous regardons en nombre de mois d'achat, nous sommes sur un nombre de jours à 209 versus le 196 de l'année dernière. Donc ça nous donne en fait une augmentation de la valeur de notre stock, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on a un allongement des délais d'approvisionnement des containers qui viennent d'Asie. Donc ça oblige nos filiales à mieux anticiper ces délais et donc à peut-être avoir des niveaux de stock un peu plus élevés en termes de stock de sécurité. On a une de nos filiales, donc Sferaco, qui sert à la fois son marché et le marché de Savco sectoriel et Sodeco sur l'industrie, où il y a eu une augmentation de leur niveau de stock, mais en juin 2024, ils étaient en fait plutôt sur un niveau bas, ce qui avait occasionné des ruptures de stock et donc une qualité de service qui nécessitait donc ce type de mesures. Donc ces mesures ont été prises. Et ensuite, on a quelques lignes de produits où nous conservons un surstock. Ça concernait notre filiale Thermador. Nous avions communiqué sur un surstock en fin d'année dernière de 10 millions. Et maintenant, nous sommes quand même revenus sur des niveaux beaucoup plus normatifs avec un niveau de surstock qu'on peut estimer à 2 millions, même si les écoulements commencent à reprendre avec un chiffre d'affaires positif sur mai et juin pour Thermador. Donc ça concerne la partie stock. On vous a indiqué le poids de C2AI dans l'actif, dans le stock notamment, et la trésorerie, puisque nous avons intégré C2AI au 30 juin, et donc au niveau bilan, nous avons intégré leur situation. Donc nous avons en fait mentionné à chaque fois l'impact. Donc sur la trésorerie nette, nous sommes en augmentation versus juin 2024. Donc ça, je vous le commenterai un petit peu plus tard, parce qu'il faut quand même intégrer le fait qu'on a payé nos dividendes début avril. Et la partie emprunt, une augmentation de nos emprunts, une légère augmentation de 3,4 millions qui est en lien avec le prêt que nous avons souscrit pour financer l'acquisition de ces deux SAI à hauteur de 8,7 millions. Donc là, on est sur du taux fixe 7 ans et nous avons continué de rembourser nos emprunts de façon classique sur le premier semestre. Donc je vais revenir sur la trésorerie parce que je pense que c'est important de faire le comparatif par rapport à fin décembre 2024. C'est beaucoup plus parlant. Donc je vais passer sur ce comparatif. Donc cet histogramme vous permet de voir que nous avons en fait en 3 mois entre avril, mai et juin reconstitué finalement 19 millions de trésorerie puisque à fin décembre 2024 nous étions sur 63,3 millions. Nous avons payé les dividendes à hauteur de 19 millions et mécaniquement, nous avons régénéré ce cash pour rester sur un niveau à 62,7 à fin juin 2025, avec un apport de C2AI à hauteur de 1,4 million au niveau de la trésorerie. Donc cette trésorerie est placée à court terme, moyen terme, et elle est placée sur en fait, plutôt des comptes à terme où c'est relativement sécurisé. Je vais passer ensuite sur la génération du cash, puisque c'est ce qui constitue notre trésorerie. C'est important de voir comment en fait, nous avons appréhendé toutes les différentes opérations qui ont marqué le premier semestre. Donc un cash flow, une capacité d'autofinancement qui se monte à 27 millions. La variation du besoin en fonds de roulement du BFR, où nous avons une consommation
consommation finalement de cash à hauteur de 4,1 millions, mais en lien avec l'évolution de nos dettes fournisseurs. Sur la partie flux d'investissement, c'est essentiellement donc, nos investissements. Donc, vous verrez sur nos investissements, nous avons revu à la baisse nos investissements, mais ce que nous avons dépensé sur le premier semestre est à hauteur de 0,9 millions. Donc très peu comparé à ce que nous escomptions. Pas de retard dans les projets, mais peut-être plus de réflexion sur les montants qui sont dépensés. Nous avons l'impact qui apparaît pas forcément dans ce graphe, mais nous avons l'impact de C2AI, puisque nous avons la variation de périmètre en lien avec C2AI, a fait que nous avons une sortie de cash pour payer les titres à hauteur de 8,7 millions et nous avons encaissé 1,4 million qui est la trésorerie de C2AI à fin juin 2024. Donc l'impact de C2AI, il est de 7,3 millions si on regarde au niveau de notre tableau de flux de trésorerie. Cash flow libre, nous restons positifs à 15,4 millions. Et si nous regardons nos flux de financement, nos flux de financement est constitué des dividendes que nous avons payés, plus l'encaissement d'un nouveau prêt, donc les 8,7 millions, et les remboursements que nous avons réalisés sur le premier semestre, en sachant qu'il y a un impact de l'IFRS 16, puisque nous avons pris un bail de location pour Thermador en date du 1er janvier 2025 et qui a eu un impact sur notre actif et notre passif en lien avec le retraitement d'IFRS 16. Je vais passer ensuite sur le fonds de roulement. Donc, on vous a détaillé le fonds de roulement d'exploitation avec plutôt un périmètre constant parce qu'on le rapporte finalement, on l'exprime en chiffre d'affaires glissant sur le deuxième semestre 2024 et le premier semestre 2025. Et là, nous sommes sur un montant à 43,6%. On voit que les stocks restent à un niveau élevé. Les 209 jours, on les voit en fait, elles se matérialisent là. Nos créances clients, elles restent fortes à fin juin, mais c'est lié aussi à l'activité que nous avons eue. Donc, nous avons parlé de reprise d'activité entre mai et juin. Donc, ça explique pourquoi dans nos créances clients, nous avons un niveau qui a plus de 100 millions. Nous avons gardé notre délai règlement client. Il reste en fait dans nos standards, donc plutôt bon. Et après, vous avez l'impact des dettes fournisseurs dont je parlais tout à l'heure, où là, effectivement, on est plutôt sur un 65 millions. On a baissé par rapport à fin juin 2024. Les investissements, donc, pour rappel, on avait communiqué sur 9,3 millions en début d'année. Nous avons refait le point donc, avec nos différentes filiales. Et donc, nous sommes maintenant sur un montant qui sera pour l'année 2025 de 6,6 millions. Dont 2,4 millions qui sont liés à l'immobilier. Pour rappel, dans les 6,6 millions, nous avions un projet d'extension sur Sferaco en lien avec une extension sur des mètres carrés supplémentaires et une ligne automatisée sur la partie logistique. Donc ce projet est légèrement décalé, ce qui fait qu'on a plutôt un impact qui a été réduit. Et puis on a quand même aussi un certain nombre de filiales qui regardent leurs investissements et qui ont été, qui restent économes puisque ça a un impact sur leur trésorerie. Voilà Guillaume, je pense avoir à peu près commenté les chiffres. Je te passe la parole sur les évolutions à la stratégie à 10 ans. Merci beaucoup. Alors, un petit rappel sur nos objectifs de croissance, ceux que nous avons énoncés en 2019. Donc, c'est des objectifs ambitieux, même s'il s'agit je dirais d'une croissance raisonnable de 7% par an, intégrant les croissances externes. Nous conservons ces objectifs à long terme, sachant que, bien évidemment, nous sommes dans une période qui est un vrai défi pour nous, mais nous comptons bien le relever. Pour information, cette réflexion stratégique a lieu tous les 2 ans dans le groupe Thermador. On ne revoit pas les objectifs et la stratégie du groupe tous les 6 mois dans le groupe Thermador, mais tous les 2 ans. Et ce sera l'objet d'un travail que nous ferons en commun avec les directeurs de filiales, mais également avec les administrateurs qui sont là pour nous challenger sur ces sujets à l'été 2016. 2026 2026. Parce que 2016, c'est déjà passé depuis quelques années. Pardon. Merci Patricia. Donc le parcours boursier, en quelques mots, un rebond du titre qui montre la confiance de nos actionnaires.
et nous les remercions réellement de cette confiance. Dividendes réinvestis, nous restons sur des performances à long terme qui sont, de notre point de vue, extrêmement élevées comparativement au CAC 40 ou au CAC Mid and Small. Quelques mots sur les perspectives. Je répondrai d'ailleurs à une question qui est arrivée sur le webinaire. Alors sur les logements neufs, nous allons suivre avec intérêt cette perspective de nouveaux permis de construire, avec potentiellement le redémarrage des mises en chantier. Donc on est plutôt, je l'espère, dans les mois qui viennent dans une dynamique positive, alors que nous avons constaté des baisses après les baisses depuis plusieurs mois. Ma prime rénov, donc redémarrage de réouverture des dossiers à partir du 30 septembre. Nous avons, les pouvoirs publics ont constaté qu'il y avait énormément de dossiers en stock, et donc il fallait faire une pause, parce qu'il était totalement impossible de traiter tous ces dossiers, à la fois humainement et financièrement. Donc pause qui a été décrétée au mois de juin, redémarrage de l'ouverture des dossiers 30 septembre, et il y aura d'ici la fin de l'année, en plus de tous ceux qui sont en stock, environ 60 000 dossiers, il n'y aura que 13 000 nouveaux dossiers ouverts. Donc si vous avez des projets de rénovation énergétique pour votre logement, n'hésitez pas à vous y prendre un petit peu à l'avance parce que ça va prendre un petit peu de temps. Les orientations des pouvoirs publics montrent que les pouvoirs publics vont orienter les choix vers des solutions un peu moins coûteuses pour les questions budgétaires que vous pouvez imaginer, au détriment de la rénovation globale et peut-être favorisant des gestes, des monogestes qui, dans le groupe Thermador, sont avantageux sur les gammes de pompes à chaleur et de chauffe-eau solaire. Le cycle de l'eau, nous en parlons très régulièrement parce que nous sommes convaincus que ça reste un enjeu positif pour le groupe dans les années qui viennent. Toutefois, nous mesurons cette année chez Jetly des résultats extrêmement décevants sur la récupération d'eau de pluie. Il est vrai que nous n'avons pas eu de période de sécheresse cette année, et donc pas de sensibilisation naturelle à cet effet. Toutefois, on a eu une période de forte canicule qui rappelle que tôt ou tard, nous allons devoir nous pencher sérieusement sur ce sujet en France. Le prix de l'eau va augmenter et nous allons devoir investir dans des matériels pour sauvegarder cette eau potable qui va devenir extrêmement précieuse. Il y a quand même des produits qui ont une dynamique positive dans le groupe Thermador, des produits qui sont les compteurs d'eau que nous retrouvons chez Sferaco, mais également chez Alto Metering, la société qui nous a rejoint l'année dernière. L'industrie, nous conservons des perspectives positives, non pas parce que l'industrie européenne se développe très rapidement, mais parce que nous sommes toujours, au travers des différentes sociétés impliquées dans ces domaines, en prise de part de marché, puisque nous avons des équipes qui s'étoffent et une expertise qui monte, et des gammes qui s'étendent. Le registre géopolitique, je vais aller très vite, je vais en profiter pour répondre à la question d'Edouard. Quand est-ce que les délais des produits en provenance d'Asie vont revenir à la normale, et donc le BFR revenir à la normale? Ça, je n'ai pas la réponse, parce que ça dépend des conflits régionaux que vous connaissez et des conséquences que ça a sur le transport maritime. Et donc, malheureusement, je ne pense pas que ces conflits s'éteignent rapidement. On voit qu'il y a beaucoup de tractations actuellement du fait de la situation extrêmement dramatique dans la bande de Gaza. Mais pour l'instant, la situation reste extrêmement difficile et tendue. Alors je rappelle, parce qu'on parle beaucoup des conteneurs et de nos approvisionnements en Asie, je rappelle toutefois que nous avons 2/3, donc la grande majorité de nos produits, qui sont fabriqués et achetés en Europe, avec une dépendance aux USA qui est totalement négligeable quand on parle des produits achetés. À l'international, une dynamique positive, et notamment sur cette dernière partie de premier semestre dans la société Safeco, notre filiale basée en France et qui exporte en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique. Quelque chose de plus mitigé sur Sodeco, mais qui reste quand même sur des niveaux historiques d'activité haut, sur des niveaux hauts. Et en revanche, une situation qui est soumise à très rude concurrence pour notre société Rousseau, qui fait partie de la société Audrea, Rousseau Espagne, qui est là face à une situation de concurrence extrêmement vive.
En ce qui concerne l'impact prix, nous considérons que la tendance va se poursuivre avec un rééquilibrage et sans doute, nous l'espérons, une tendance prix à zéro à la fin de l'année. Alors j'ai dit beaucoup de bêtises à ce sujet les années précédentes, donc je suis prudent, mais on accompagne les chiffres et on anticipe tout de même là une amélioration. Donc ce moins 1,5 mesuré à la fin du premier semestre devrait peut-être se traduire par un moins 1, puis par un moins 0,5 et peut-être un 0. Un regard sur le personnel et les perspectives. Nous travaillons actuellement à réduire l'absentéisme. Malheureusement, c'est un phénomène qui est extrêmement difficile à circonscrire. Même si nous y travaillons dur, cela persiste. Hein. Nos équipes sont troublées, fatiguées, et ce n'est pas uniquement les équipes du groupe Thermador, c'est tous les salariés en France. Mais nous n'allons pas nous résigner à ça, et nous jugeons que c'est vraiment un enjeu majeur pour conserver la productivité du groupe qui est en baisse, hein, vous l'avez vu au travers des chiffres financiers, et pour également conserver en bonne santé les salariés qui sont toujours au travail et qui, par voie de conséquence, héritent du travail de ceux qui sont arrêtés. Voilà, il y a un dernier regard sur le passé pour imaginer l'avenir. Vous voyez que cette période négative de trimestre de croissance négative sur la croissance organique semble se terminer. Vous voyez une jolie courbe qui est descendue assez bas et qui semble remonter. Nous attendons tous le franchissement de cette barre zéro pour repartir sur des perspectives plus positives en termes de chiffre d'affaires. Voilà, nous avons terminé cette présentation, Patricia et moi, et sommes maintenant ouverts à vos questions, sachant que sur la partie française, je n'en vois pas. Ah si, je vois arriver. Que faudra-t-il attendre en CAPEX pour l'année prochaine avec les décalages constatés cette année? À vue de nez, ça va être quand même des CAPEX importants parce qu'on a un projet qui est conséquent chez Sferaco, mais qu'est-ce que tu dirais, Patricia? En fait, on a le projet chez Sferaco et on a un autre projet qui est le projet qui concerne en fait notre société Distrilabo en Alsace. Donc ça fait partie des gros projets. Je pense qu'on sera sur une année plus significative. Donc ça veut dire qu'on sera au-delà pour moi des 10 millions d'euros d'investissement de CAPEX en 2026. Après, il y a une optimisation aussi il y aura une optimisation parce qu'on a pris la décision de vendre un de nos bâtiments, ce qui n'arrive jamais en fait dans le groupe Thermador. On a un bâtiment en fait qui est inoccupé depuis un certain temps, qui est sur Saint-Quentin-Fallavier, et donc ça va être aussi un apport de cash. Donc après, en fonction de quand on peut le vendre, voilà, ça viendra en fait compenser l'argent qu'on pourrait dépenser sur l'extension de Sferaco et également le projet sur Distrilabo. Après, moi, j'ai deux questions qui viennent de nos amis anglo-saxons, qui concernent en fait la perte de DPI. Donc, concernant la perte de DPI, comme je disais, c'est pas un impairment. En fait, c'est en fait une dépréciation. C'est-à-dire quand on a affecté le prix d'acquisition, nous avons constaté une relation client à hauteur de 13,9 millions et chaque année, nous amortissons sur une base de 10 ans. Enfin, on a une durée d'amortissement 10 ans et chaque année, on constate plus d'1,4 million dans les comptes de DPI, ce qui explique les 0,7 que nous avons passés dans les comptes à fin juin. S'il n'y avait pas eu cette dépréciation, les pays auraient affiché un résultat positif. Donc ça concerne... on n'est pas sur de l'impairment. L'impairment, effectivement, on a refait un certain nombre d'actualisations de nos impairment tests. On l'a fait pour des pays et ça ne nous a pas amené à constater de dépréciation en lien avec l'impairment. Ensuite, l'autre question, c'était quels sont les principaux en fait, les principaux éléments qui expliquent l'augmentation de nos charges. Donc, comme je le disais, on a des charges de personnel c'est notre premier poste de frais. Donc, il y a eu trois éléments. Non, il y a eu deux éléments. On a eu l'augmentation de nos équipes à plus de 2%. Et nous avons eu également
une augmentation de nos salaires fixes de l'ordre de 1 à 2%. Donc ça a joué dans nos postes de frais. Donc ça, c'est la première chose, c'est sur les frais de personnel. Et ensuite, il y a un certain nombre de frais où nous n'avons pas pu impacter la baisse de l'activité. C'est des frais fixes qui peuvent être, qui sont significatifs. Alors, transport sur vente, on a un petit peu gagné, mais pas autant que les années passées. Parce qu'effectivement, on a eu des légères hausses en début d'année. Donc ça, on n'a pas pu travailler ces frais pour pouvoir les faire baisser. Et ensuite sur les autres frais, comme je disais, il y avait la publicité, on avait baissé, mais pas énormément. Donc le principal vecteur de croissance des frais, en fait, c'est la masse salariale. Ça reste la masse salariale. Cela étant, c'est une décision qu'on peut qualifier stratégique de maintenir notre volonté d'avoir un effectif constant, voire de l'augmenter un petit peu, de manière à se tenir prêt à une éventuelle reprise qu'on voit arriver. Et je pense que toutes les parties prenantes seront quand même satisfaites de voir que nous sommes en capacité de saisir les opportunités qui vont se présenter à nous dans les mois qui viennent. Nous en sommes convaincus. Alors, une question sur le risque sur MaPrimeRénov'. Est-ce qu'il y a un risque pour nous? Je dirais que plus ce dispositif s'est réduit et moins le risque est réel, puisque nous sommes arrivés sur quasiment un minimum sur l'activité liée à MaPrimeRénov'. Donc le niveau de risque sur MaPrimeRénov' est maintenant extrêmement faible. C'est plutôt un niveau d'opportunité qui pourrait se présenter, mais cela étant, je n'y crois pas du tout, parce que comme vous le savez, les pouvoirs publics sont en recherche d'économies. Donc il ne faut pas s'attendre à de belles années comme on a connu après les années Covid et les augmentations de budget extrêmement importantes. Donc pas de risque, pas d'opportunité, mais un marché sans doute stabilisé, ce qui peut aussi tout à fait nous convenir, et en tout cas ce qui est beaucoup plus simple à vivre pour des équipes qui travaillent jour après jour pour vendre leurs produits et gagner des parts de marché. Alors sur les projets d'achat ou d'acquisition, Édouard nous pose la question de nouvelles cibles après que nous ayons conclu cet accord avec la société Quilinox. Nous avons quelques idées en France sur des sociétés qui pourraient compléter nos activités, mais nous restons prioritairement intéressés par de la croissance à l'étranger. Et à ce sujet, nous n'avons pas à ce jour de cibles identifiées et avancées, en tout cas pas suffisamment avancées pour les évoquer avec vous. Ces cibles sont relativement rares, puisque ce sont des sociétés souvent familiales qui travaillent sur des niches de produits et qui peuvent être intéressées pour nous rejoindre à l'occasion d'un changement de génération ou un changement de dirigeant. Après, on a eu la question à un moment donné concernant Quilinox, puisque C2AI en fait a été finalisé, et Quilinox, ça prend un peu plus de temps. Donc effectivement, nous sommes sur du droit espagnol et tout doit se faire en espagnol. Donc là, nous sommes en fait sur la phase de négociation sur le protocole d'accord, et la barrière de la langue est aussi un aspect à prendre en compte et qui fait qu'on prend un peu plus de temps sur la finalisation de cette opération. Et il y a le mois d'août où en Espagne, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Ça joue aussi. En France non plus. En France non plus, mais en Espagne encore. Donc on se retrouve dans une situation où on perd 3 semaines. Voilà, je pense que beaucoup de personnes autour de cette table, autour de ce webinaire, attendent les premiers jours d'août avec impatience. Est-ce que vous avez de nouvelles questions ? J'en vois plus sur le webinaire en français. Est-ce qu'il y en a sur le webinaire en... Non, il n'y a pas d'autres questions. En anglais ? Non ? Écoutez, on ne va pas rester en ligne et mobiliser la bande passante pour le plaisir. Comme vous le savez, Patricia et moi, nous restons toujours assez flexibles si vous avez des questions qui vous reviennent en dehors de nos périodes de vacances qui vont se dérouler au mois d'août, mais vous pouvez toujours nous contacter. D'ici la fin de la semaine, nous sommes encore actifs et potentiellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous recontacter
si des questions vous reviennent sur cette présentation sur la situation semestrielle. La Mais- note semestrielle, Patricia, sera en ligne Alors en dans français, dans les minutes qui viennent. pas tout à fait, parce que nous attendons le rapport des commissaires aux comptes. Voilà. Donc une fois que nous aurons ces rapports, ils seront en ligne. Donc ça commencera par la note semestrielle en français et celle en anglais devrait suivre demain ou après-demain. Donc très très rapidement. Bien, ben, il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous, bonne soirée ou bonne fin de journée.